toujours voulu être libre, indépendant financièrement. Je me suis dit, ouais, ok, c'est impossible, je pourrais pas investir dans l'immobilier. J'avais donc 26 ans quand j'ai acheté ma première maison. Les taux ont triplé depuis mon dernier achat. Honnêtement, ça sert à rien de faire venir un professionnel. Salut à tous, c'est Léna. Je viens de créer mon podcast et dans ce premier épisode, je reçois Axel qui va nous parler d'immobilier. Salut Axel. Salut Léna. Bah écoute, je te laisse te présenter et ensuite on pourra passer à l'immobilier. Ok, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir invité déjà pour commencer. Moi, je m'appelle Axel, voilà, je suis entrepreneur depuis maintenant bientôt 10 ans. Et récemment, je me suis lancé dans l'immobilier. Très bien. À quel âge t'as commencé? J'ai commencé l'entrepreneuriat ou l'immobilier, tu veux dire? L'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment tout récent. Là, on est en 2026 et j'ai commencé mi-2025. En été Hmm, 2025, j'ai investi dans mon premier bien immobilier. Donc, c'est vraiment tout récent. Et après, j'ai enchaîné assez rapidement parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. d'accord. Et t'as toujours voulu investir dans l'immobilier? Bah, en fait, j'ai toujours voulu être libre, indépendant financièrement. Et ça passait du coup par, bah, au début, la création de ma petite micro-entreprise, mes petits premiers business en ligne pour en fait, pas alors gagner de l'argent, mais surtout être libre et ne pas corréler le temps que je passe avec l'argent que je gagne, de manière à pouvoir vraiment être libre de mon temps. Et en fait, la finalité, je me suis rendu compte que, OK, avoir un business en ligne, c'est super, mais tu es quand même en partie, même si c'est relativement automatisé, tu es quand même dans l'opérationnel. Et bon, bah, tu es toujours à la quête. Chaque mois, il faut faire du CA, etc. Et cetera. Et je me suis dit, en fait, l'immobilier, ça bouge pas. Demain, tu achètes un bien, ton bien, il perdra jamais de valeur. Et dans 10, 15 ans, tu pourras le revendre si tu as besoin de trésorerie, ou alors tu peux le conserver pour avoir des revenus locatifs qui perdurent. Pour moi, c'est les vrais revenus passifs. C'est le vrai revenu passif, c'est ça, c'est l'immobilier. Et donc, plutôt que de me consacrer uniquement à mon entreprise, je me suis dit, bah ok, maintenant que j'ai des revenus, je vais essayer de m'en servir de levier pour aller lever de la dette bancaire et pour aller du coup investir dans l'immobilier. Parce que demain, bah, mon activité, c'est bien beau, mais elle peut retourner à zéro. Ça ne peut plus marcher du jour au lendemain et j'ai rien. En tant qu'entrepreneur, j'ai même pas de couverture, pas de chômage, rien. Et donc, au moins, l'immobilier, lui, restera. Voilà, Mhm. là, j'ai quelques biens. Bon, bah, même si mon entreprise, elle capote, au final, bah, mes biens, par contre, ils resteront là parce que je me serais servi du levier pendant le temps que je l'avais pour justement pouvoir investir. Donc, c'est là où je me suis dit, ah, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, voilà, petit éclaircissement, petite lumière Mhm. qui s'est allumée dans la tête et je me suis dit, OK, il faut faire ça pour vraiment se protéger à long terme. Ouais. Donc toi, j'imagine que t'as déjà plusieurs biens. Bah du coup ouais, donc le premier bien j'ai donc c'était été donc pour la petite histoire au final moi j'ai commencé l'immobilier j'avais donc 26 ans quand j'ai acheté ma première maison grâce du coup bah je venais de créer ma micro-entreprise donc une banque m'avait suivi à l'époque et donc c'est mon premier rapport à l'immobilier. Ensuite, bon bah déjà j'ai eu de la chance parce que là honnêtement j'y connaissais strictement rien. Moi je demandais juste s'il y avait des prises dans la maison, voilà pour te dire mon niveau de compétence sur le sujet à l'époque. Mais j'ai eu de la chance parce que du coup, grâce entre guillemets au Covid, pour la partie immobilier, j'ai pu revendre 2 ans plus tard en faisant une grosse plus-value. Parce que du coup j'avais fait quelques travaux moi-même avec quelques artisans, etc. C'était une maison que j'ai un petit peu rafraîchie. Et bah, avec le Covid, bah, voilà, le marché de l'immobilier a explosé. Normalement, il faut à peu près 2, 3 ans pour amortir les frais de notaire. Et là, j'ai non seulement amorti les frais de notaire, mais en plus, j'ai pu réaliser une belle plus-value. Donc, je me suis dit, OK, finalement, là, j'ai fait presque mon salaire, plus de mon salaire annuel en plus-value, en 2 ans, en vivant dans un bien et du coup, en payant rien, puisque du coup, je vivais dedans, je payais juste mon crédit. Là, j'ai commencé à entrevoir une porte, mais j'ai laissé ça de côté. Et après, du coup, ben, avec ma conjointe, on a fait un projet ensemble. On a fait construire une maison, donc acheter un terrain, construire la maison. Là, on n'est pas passé par un constructeur, c'est moi qui étais le maître d'œuvre, du coup, qui ai sélectionné du coup tous les artisans pour construire la maison de A à Z. Et ben, nous voilà après quelques temps plus tard où je me dis, allez, bon, bah, je vais essayer de me servir de mes revenus pour essayer d'investir. Donc, je me rapproche du courtier qui m'avait suivi dans les précédents projets, donc ma première RP et la construction de ma maison. Donc, je me dis que c'est possible. Donc là, je pensais que j'avais pas de capacité d'emprunt. Je me suis dit, ouais, ok, c'est impossible, je pourrais pas investir dans l'immobilier. Au final, si.
Donc le premier bien, pareil, j'y vais un petit peu comme ça, j'y connaissais rien. La dame, en fait, elle venait juste d'aménager dans le bien, mais elle était déjà mudée, donc elle repartait. Elle avait tous ses meubles, un petit duplex, compliqué de monter les meubles en haut, etc. Je vois qu'elle était embêtée, donc je lui dis, bah écoutez, voilà, je négocie un peu pas trop le prix, mais par contre, je rachète tous les meubles pour le même prix. On se met d'accord, et c'est comme ça, en fait, j'ai découvert, par exemple, le meublé, quoi. Ah oui, Donc c'est vraiment un petit bonheur la chance, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est en faisant que j'ai appris, voilà, il y avait des meubles, je me suis dit, j'achète les meubles, je fais du meublé, je savais même pas ce que c'était, et c'est comme ça que j'ai découvert le meublé. Et Mais si du coup tu n'as pas ce genre d'opportunité, tu peux aller chercher des biens sur quel genre de site ou d'application? alors là, pour le coup, moi, je crois que j'avais regardé sur bah, tous les sites, hein, il y a Se Loger, PAP, entre particuliers, voilà, tout ce qu'on voit sur Internet, de toute façon, hein, c'est dès qu'on Hmm, tape, moi, je tapais juste recherche appartement, du coup, dans mon secteur, ok. et c'est comme ça que j'ai trouvé. Ensuite, donc, quand j'ai fait la... Donc là, c'était un bien, elle vendait en direct, donc il n'y avait pas d'agent immobilier. Et moi, pour constituer le dossier, je me suis rapproché d'une agence immobilière pour qu'elle me fasse une estimation locative, puisque du coup, pour faire le dossier d'emprunt, eh ben, en face, pour la banque, il faut, lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif, il faut qu'il y ait soit un revenu déjà là, c'est-à-dire quand tu achètes par exemple un bien qui est déjà loué, ou alors si le bien n'est pas loué, il faut une estimation locative d'une agence immobilière qui va permettre de déterminer les revenus futurs de ton bien. Donc ça, c'est Pas. que si tu passes par un particulier. Non, en fait, que tu passes par du moment, dès lors que tu achètes un bien, qu'il s'agisse d'un bien dont le propriétaire passe par une agence ou vend en direct, en fait, toi, pour ton financement bancaire, pour la création de ton dossier, pour la banque, il lui faut, voilà, elle va avoir le montant du prêt, puisque du coup, il va y avoir le montant à financer, mais en face, il faut les revenus locatifs. Quand il ne s'agit pas d'une RP, donc d'une résidence principale où toi, tu vas vivre, Ok. quand il s'agit d'investissement locatif, ça veut dire que ça suggère qu'il y a des revenus en face. Et donc, pour déterminer ces revenus, soit ils sont déjà là parce qu'il y a un locataire déjà en place, tu achètes un bien qui est déjà loué, donc là c'est vraiment de l'investisseur pur et dur, ou alors comme moi au départ, bah, j'ai acheté un bien qui n'était pas encore loué, et donc pour la banque, il a fallu avoir une estimation locative d'une agence immobilière qui va Hmm, déterminer la valeur locative, voilà combien d'accord. le bien peut se louer pour monter le dossier bancaire, pour savoir du coup si ça tient la route ou non. Et c'est comme ça que du coup, bah, j'ai rencontré une personne du coup qui s'occupe de la gestion locative dans cette agence-là. Et en parlant, elle me dit voilà, est-ce que vous est-ce que vous cherchez d'autres biens? Est-ce que vous êtes un investisseur? Donc moi je dis bah honnêtement non. Voilà, moi je viens de commencer. Euh, et elle me dit ben si ça peut vous intéresser, j'ai une de mes collègues qui est donc dans la transaction, donc elle est dans la gestion. Il y avait une de ses collègues qui était dans la transaction, c'est-à-dire qu'elle fait les transactions immobilières. Et je lui dis, bah écoutez, voilà, moi je veux bien aller visiter, parce qu'à l'époque, bon, on se voyait, maintenant on se connaît bien, donc maintenant suis toi, mais du coup, je lui dis, bah écoutez, je veux bien aller visiter le bien. Donc c'était un bien qui n'était pas encore en ligne, donc ce qu'on appelle un bien off-market. Donc c'était un petit immeuble, 5 logements. Donc je vais le visiter, moi ça me plaît bien, des gros revenus locatifs, un bon rendement. Mais je me dis, je pourrais jamais le financer, quoi. Honnêtement, alors c'est pas le World Trade Center, hein, c'est un petit immeuble de province, pas très cher, avec 5 petits logements. Il y avait du coup il y a 4 T2 et un T5. Je me dis bah je vais quand même tenter. Voilà, je contacte mon courtier, on regarde. Au début il me dit ouais honnêtement c'est cul Axel, franchement tu pourras pas le financer. Parce que du coup, t'étais dans quel genre de situation? T'étais en CDI, en alternance? Moi j'étais encore en micro-entreprise. Ah oui, Pour d'accord. dire. Donc, comme quoi, rien n'est impossible et on Ouais. peut se faire financer. Moi, j'ai pu financer du coup ma première maison, la construction de ma deuxième maison et du coup mes investissements locatifs tout en étant en micro-entreprise. Parce qu'on parle souvent du fait que c'est mieux d'être en CDI la plupart du temps pour investir. Alors, le CDI, c'est T'en sûr que penses c'est quoi la du voie coup? un peu dorée, Ouais. surtout si tu... Alors après, si tu es en micro-entreprise ou que tu viens de créer ton entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou autre, dans la mesure où tu as des revenus qui sont stables ou en progression et qui sont assez conséquents, on va pouvoir te prêter. Ok. Mais après, c'est sûr que entre un CDI et une entreprise avec un salaire identique, Hmm. un CDI, c'est plus gage de confiance en termes de Pour la profil pour un banque, ouais. banquier, quoi. Ok. Mais honnêtement, moi, j'avais une très bonne gestion de mon argent. J'avais un historique parce que là, du coup, bah, j'avais un historique sur ma première maison, sur ma deuxième maison, puisque du coup, je les ai fait au sein de la même banque. Et donc, ils m'ont suivi
dans les deux projets locatifs, puisque du coup, au final, même l'immeuble, j'ai pu le financer. Donc, au final, c'était non, et on est vraiment allé jusqu'au bout à monter le dossier, à essayer de mettre tous les éléments en ma faveur. Et c'est passé. Donc, du coup, j'ai pu financer mon deuxième bien comme ça, toujours au sein de la même banque, avec des conditions en plus top, honnêtement. Voilà, du coup, idem. Hein. Moi, au début, je voyais que ouais, le 25 ans pour le locatif, c'est impossible. Le différé, encore moins. On ne peut pas financer les travaux. Il faut financer les frais annexes. C'est quoi un différé? Le différé, c'est un peu, enfin, entre guillemets, c'est technique. Donc, tu as deux types de différé. Tu as soit le différé partiel, soit le différé total. Le différé, donc déjà, c'est dans le mot. En fait, c'est que ton emprunt est différé dans le temps. C'est-à-dire que plutôt que de payer ton emprunt au partir du moment où tu l'obtiens le mois 1, comme un emprunt classique, Ouais. par exemple, voilà, tu as une mensualité de 500 euros, dès le mois 1, tu payes ta mensualité et ça continue au mois 2, etc., jusqu'à la fin. Le différé, donc tu as le partiel et le total. Le total, c'est tout, parce que du coup, dans une échéance de crédit, dans une mensualité, tu as deux éléments. Tu as l'amortissement, donc ça, c'est la Ouais. partie de capital que tu rembourses de ton prêt, dans ton prêt. Par exemple, si tu as 10 000 euros de prêt et que ton amortissement il est de 100 euros par mois, c'est-à-dire que 100 euros par mois, chaque mois, tu vas rembourser du coup ce montant-là et donc il va te rester à la fin du mois 1 plus que Ouais. 9 900 euros à rembourser. Et l'autre part, c'est les intérêts. Les intérêts qui dépendent du Ouais. taux d'intérêt. Donc là, les deux éléments, amortissement plus intérêt, ça fait du coup ta mensualité. Et donc, il faut savoir que chaque mois que tu payes, il n'y a que la partie amortissement qui va venir réduire le capital restant dû donc de ton prêt. Les intérêts, entre guillemets, bah, c'est un peu à fond perdu au sens où ça ne rembourse pas ton prêt réellement. Et donc, ce qui se fait le plus souvent, c'est du différé partiel, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'amortissement que tu ne payes pas, donc qui est différé dans le temps, qui commence plus tard. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai eu 24 mois de différé. Donc 24 mois pendant lesquels je ne paye pas l'amortissement et je ne paye que les intérêts. Voilà, Ok. donc ça me permet de dégager du cash flow, puisque du coup, Ouais. ça réduit. Alors, certes, je rembourse pas mon crédit, puisque du coup, le montant du crédit, lui, reste le même, puisque je ne paye pas d'amortissement, je rembourse pas l'amortissement, donc je rembourse pas le capital du prêt. Par contre, ça me permet d'avoir une échéance, une mensualité plus faible, et donc de faire une petite réserve en ayant un cash flow positif. Surtout qu'avec les taux actuels, c'est un petit peu compliqué niveau cash flow. Donc, ça me permet de régulariser pendant 2 ans, d'augmenter un peu les loyers, Ok. d'ajuster un petit peu tout ce qui est assurance propriétaire non occupant, éventuellement l'assurance du crédit, pouvoir changer pour obtenir des meilleures conditions, affiner mon cash flow à partir pour un petit peu anticiper avant le début Ok. de l'amortissement réel. Quoi. Et le différé, tu peux le faire sur tous tes biens ou c'est la banque qui décide C'est en fonction de selon... ton profil, en Ouais. fonction de ce que tu demandes. Donc là, moi, sur le premier bien, j'avais des travaux. Parce que du coup, pour du différé, il faut en principe des travaux. D'accord. C'est-à-dire que, donc moi, pour le premier bien, j'ai pu financer à la fois donc, le prix du bien, les frais annexes. Donc par frais annexes, on entend frais de notaire, frais de courtage, frais de dossier pour la banque, frais de garantie, que ce soit cautionnement, une caution ou alors une hypothèque. Et donc, du coup, j'ai pu financer tout ça, plus les travaux. Voilà, j'avais une enveloppe de 4 000 euros de travaux. J'avais fait un devis Ok. pour mettre des volets roulants solaires du coup, sur des Velux. Et tant que les 4 000 euros en fait, ne sont pas débloqués intégralement, tu profites de ce différé-là. C'est-à-dire que là, il doit me rester 100 euros à débloquer, donc j'ai fait exprès d'avoir que Ah, c'est la débloqué que. stratégie. Bah, exactement, Ok. voilà, en fait. Parce que là, si je débloque la totalité, bah, en fait, je passe automatiquement en amortissement de mon prêt. Ok. Donc ça, et si je le fais pas, et bah, ça se fera automatiquement dès le 25e mois. Hmm. Donc au moins, pendant 24 mois, bah, du coup, j'ai un cash flow positif. Certes, je rembourse pas mon capital, le capital du prêt, mais au moins, ça me permet de faire une petite réserve. Comme ça, au moins, quand on basculera en amortissement, bah, j'aurai constitué ma petite réserve et ça me permettra de mieux appréhender la mensualité totale du prêt. Donc là, en ce moment, on dit que les taux sont super élevés. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'investir ou pas? Bah alors oui, c'est vrai que les taux, moi j'ai commencé mon premier bien, je l'ai financé avec un taux à 1,65 et le deuxième bien, du coup la maison, quand on a fait construire, je crois que c'était un taux à 1,25. Donc pour dire que là, voilà, dès que je me suis lancé 3 ans plus tard dans le locatif, Hmm. waouh, j'ai découvert des taux. Alors c'est vrai que dans le locatif, il y a toujours un petit delta, les taux sont légèrement supérieurs par rapport au risque que pour de la résidence principale. Généralement, il y a 0,5% d'écart entre le financement d'une résidence principale et le financement d'un bien locatif.
par rapport au risque qui est engendré par le locatif. Mais là, c'est des taux voilà, entre 3 et 4%. Donc là, mon premier bien, je crois qu'il est financé du coup sur 25 ans avec un taux à 3,35% au taux nominal. Donc voilà, là, je me suis dit, waouh, les taux ont triplé depuis mon dernier achat, du coup, mais il faut s'y faire. Après, l'avantage, c'est quoi? C'est que qui dit taux élevé dit prix légèrement plus faible. Quand tu avais des taux hyper faibles, donc c'était l'âge un petit peu post-Covid, ok, les taux étaient faibles, mais du coup, les prix de l'immobilier avaient vraiment flambé. Par exemple, moi, comme je te disais, la maison que j'avais achetée, bah, j'ai pu faire une grosse plus-value, beaucoup grâce donc, au rafraîchissement que j'ai fait, etc., à moindre coût, mais aussi grâce à des taux faibles et qui a fait bondir le prix de l'immobilier, quoi. L'immobilier a pris 30-40% sur certains biens. Donc clairement, voilà, moi je me suis dit, ouais, je me suis pris une claque quand j'ai vu des taux aussi élevés. Mais le fait que les prix soient faibles, je me suis dit, bah, de toute façon, là, les prix sont faibles. Les prix, ça se renégocie pas. Une fois que tu as acheté ton bien, il avait un prix, le prix, c'est terminé, quoi. Alors que c'est immuable dans le temps. Alors que, par exemple, des taux d'intérêt, si dans 5 ans, les taux d'intérêt passent de 3,35 à 1,5%, bah, je pourrais les renégocier. Alors que le prix de mon bien, bah, je l'ai acheté, je vais pas aller voir le vendeur, lui dire, oui, alors maintenant, j'aimerais enlever 50 000 euros sur le prix. C'est cuit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Et j'essaye d'être j'ai essayé d'être au mieux à l'équilibre en jouant sur deux leviers. Le premier levier, c'est les conditions. Du coup, les conditions d'obtention du prêt, le financement, donc avec du différé, du 25 ans, du coup, ce qui permet d'étaler la mensualité. Donc, du coup, d'avoir des mensualités plus faibles chaque mois. De différé, du coup, pour dégager un peu de cash flow pendant 2 ans. Et le fait que je vais essayer tes loyers, eux, vont augmenter au fil du temps. Voilà, un loyer qui est aujourd'hui de 600 euros, bah, dans 10 ans, il sera bien plus élevé. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Le tout, c'est que dès le point de départ, je sois rentable, je sois au seuil de rentabilité. Et puis après, ça fera que s'améliorer. Par exemple, là, j'ai renégocié mes 2 assurances de crédit, du coup, pour ces 2 premiers biens, pour du coup mon premier appartement et l'immeuble. Donc déjà, je gagnais énormément. J'ai divisé quasiment par 10 euh, les, euh, les assurances, le montant des assurances de prêt. Donc déjà, je gagnais là-dessus. Je vais faire pareil avec les assurances PNO, donc propriétaires non occupants. Et les loyers ont déjà augmenté par rapport à quand j'ai pris les biens. Donc finalement, avec ces leviers-là, bah, ça permet, ok, il faut juste que le projet initial et que le potentiel du bien soit intéressant pour se positionner. Et après, tu peux jouer sur plein de facteurs pour justement améliorer la rentabilité de ton bien malgré des taux élevés. Et comme je fais mes premiers investissements en nom propre, le fait que les taux soient élevés fait aussi que tu as beaucoup de charges à déduire, notamment la plus importante, qui est les intérêts d'emprunt, qui font quasiment 50% en fait, qui viennent écraser à 50% le montant des loyers. Le reste étant couvert par les taxes foncières, les travaux, etc. Donc, ce qui fait que sur déjà 2-3 ans, je suis déjà tranquille par rapport à ça. Au niveau de l'imposition, je vais être en déficit foncier sur les 3 premières années. Ouais, ok. Donc je vois que ouais, il y a plein de petits tips en fait à connaître. Et je pense ça a été au fur et à mesure où tu as acheté tes biens en fait. Exactement, en fait, j'ai creusé et en creusant, je me suis dit, ok, j'ai commencé à voir, ok, la rentabilité, ok, là, la banque, elle veut quand même que je prenne l'assurance chez elle, donc du coup, je joue le jeu. Mais au moins, je sais que j'ai ce levier pour plus tard de réduire l'assurance du prêt. En fait, il faut partir d'un postulat simple, c'est l'immobilier, c'est quoi? L'immobilier locatif, c'est, tu as un bien, tu le finances avec du financement bancaire, donc un Ouais. crédit, un prêt, et c'est le locataire qui paye ton crédit. Et c'est comme ça que tu t'enrichis en fait. Parce que du coup, bah, toi, ton bien, c'est pas toi qui vas le rembourser, c'est pas toi qui vas payer le prêt de ce bien-là, contrairement à une résidence principale, mais c'est le locataire qui va financer in fine, bah, en fait, ton Oui, prêt, mais quoi, ton crédit que toi, tu as fait. c'est toi quand même qui, au départ, investis, qui donne de l'argent, alors que tu sais que ça va être remboursé plus tard, mais tu donnes une somme Bah, ça en dépend. Par apport. exemple, le premier bien que j'ai acheté, comme je disais, bah, comme j'ai financé l'intégralité, moi, j'ai rien sorti de ma poche. Les travaux ont été financés par la banque, les frais annexes et tout ce qui est lié à l'acquisition, frais annexes,
plus travaux ont été financés par la banque. Donc là, c'est vraiment le locataire, entre guillemets, qui paye du coup, lui, son loyer. Et dans ce loyer, du coup, il permet de financer, du coup, moi, de rembourser le crédit à la banque. Et donc, ce qui fait que euh, à la fin du processus, et bien, du coup, toi, le capital que tu dois à la banque s'amenuise, Mm. la valeur de ton bien augmente, et donc le jour où tu revends, tu as la valeur de ton bien qui a augmenté, le capital de ton prêt qui a réduit, et donc du coup, tu as une grosse différence entre les deux, ce qui te permet de générer de l'argent en n'ayant pas fait grand-chose. Si tu as bien géré au niveau fiscalité, tu as bien anticipé, que tu as eu des bonnes conditions de financement. Par contre, pour le deuxième projet, donc l'immeuble, là, par contre, pour le coup, c'était toujours sur du 25 ans. J'ai eu aussi du différé. Par contre, j'ai dû apporter les frais annexes. Donc, les D'accord. fameux frais annexes, à savoir donc frais de notaire, frais de courtage, frais de dossier, frais de cautionnement. Et donc, voilà. Mais j'ai quand même pu donc financer au moins ce bien-là. Il faut savoir que dans l'immobilier locatif, moins tu mets d'apport, au plus tu es rentable. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu conserves ce qui est le plus important, c'est-à-dire ton cash. Et si le montant de ton prêt, surtout en nom propre, plus le montant de ton prêt est élevé, plus tu auras des intérêts d'emprunt, et donc plus tu vas écraser tes revenus locatifs. Et donc moins tu seras imposé. Donc en fait, tu sors moins d'argent et en plus à la fin, tu es gagnant parce que du Ouais. coup, par le jeu du montant du prêt plus élevé, et donc forcément des intérêts d'emprunt qui sont plus élevés puisqu'ils se basent sur un montant de prêt plus élevé. Mais du coup, tu rentres, exemple, tu rentres 10 000 euros en apport. Ouais. Ça veut dire que eux, ils vont te prêter une certaine somme. Mhm. Donc ça veut dire que plus ton apport est petit, mieux c'est pour toi? Exactement. Par exemple, tu prends un bien, on va dire, allez, à 100 000 euros. Pour faire simple, on va dire qu'il y a 10 000 euros de frais annexes. Premier cas, tu finances du coup les 100 000 et du coup tu fais financer les 100 000 par l'obtention d'un prêt Hmm. et tu mets 10 000 euros de frais annexes. Ok. Toi, tu as sorti 10 000 euros et tu as ton financement sur 100 000. Sur 100 000, tu vas avoir par exemple, on va dire que le taux est à 3%, la première année, du coup tu vas avoir 3 000 euros d'intérêt d'emprunt. Ok. Donc là, toi, tu as sorti 10 000 euros et tu n'as que 3 000 euros, entre guillemets, d'intérêt d'emprunt qui vont venir écraser tes loyers. Et imaginons que tu veux faire des travaux, bon, du coup, là, tu n'as plus d'argent parce que tu as déjà mis 10 000 euros, tu vois, d'apport Ouais. qui sont sortis de ta poche. Deuxième cas de figure, tu fais financer les 110 000 par la banque, tu as un financement de 110 000, donc toi, tu n'as pas mis d'apport, tu as gardé tes 10 000. Ce qui veut dire que la première année, tu n'auras pas non, à un taux à 3%, tu n'auras pas 3 000 euros d'intérêt d'emprunt, mais tu auras 3 300 euros. Voilà, Hmm. j'essaie de faire très simple Ouais, pour. ouais. Donc déjà, tu as plus d'intérêts qui vont écraser tes charges locatives. Premier avantage. Et deuxième avantage, les 10 000 euros, tu vas pouvoir les garder pour faire éventuellement des travaux Ouais. qui, eux, seront déductibles. Hmm. Donc du coup, à même financement, même projet, il y en a un qui est beaucoup plus avantageux. Ok. Plus d'intérêts d'emprunt pour écraser tes revenus locatifs. Et en plus, tu as gardé 10 000 euros que tu as pu mettre en travaux, ou au moins en partie en travaux, qui vont eux aussi faire prendre de la valeur à ton bien et écraser aussi tes revenus locatifs. Donc là, tu es doublement gagnant. Ouais, Donc ok. en fait, l'idée, c'est de chercher les meilleures conditions. Voilà, le bien qui a le meilleur potentiel aussi de revente, parce que c'est hyper important. Faut pas, moi, je suis pas un mania de la rentabilité. Pourquoi? Parce que tu peux très bien acheter un bien avec une très bonne rentabilité sur le papier, mais qui derrière, en fait, avec les vacances locatives, peut-être que ça va attirer les mauvais locataires, etc. Tu vas te retrouver en fait à gérer beaucoup de galères. Je préfère avoir des biens entre deux, assez rentables. Je suis sur du 7-8% brut et 5-6% net, mais avec un beau potentiel de revente pour pouvoir maximiser derrière aussi ma plus-value avec deux stratégies de sortie. Une stratégie pour, par exemple, l'immeuble de rapport où le but c'est d'augmenter les loyers parce que là, tu vas vendre à un investisseur qui lui va Mhm. acheter des biens déjà occupés. Donc là, stratégie d'augmenter les loyers. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déterminer la valeur du bien aussi. Ouais, ok. Parce que plus les loyers sont élevés pour un investisseur, du coup, lui, plus la valeur du bien augmente. Et ouais. Plus de Et rentabilité, quoi. exactement, donc Ok. du coup, tu vas pouvoir augmenter un petit peu la valeur de revente, puisque ça va s'adresser à des investisseurs. Et pour les biens, tu vois, le premier bien que j'ai acheté, là, ça sera plutôt quelque chose que je vais revendre quand il sera libre,
plus pour de la résidence principale, parce que c'est un bien un peu plus cosy, un peu plus sympa, où il peut y avoir un coup de cœur, et où je sais que la valeur va faire qu'augmenter de par voilà, ce que je lui ai donné comme perspective, comme ambiance. Donc là, je sais que voilà, avec de la RP, l'avantage, c'est que tu peux te baser sur du coup de cœur. L'investisseur, lui, va chercher de la rentabilité, donc tu sais que le bien, la valeur du bien, va pas décoller. Alors que sur du coup de cœur, comme pour ma première maison, bah, la valeur du bien peut exploser parce que l'achat, il est plus compulsif. C'est pour se projeter, pour vivre peut-être 5, 10, 15 ans ou finir ses jours dans une maison. Donc, on est moins à 2-3 000 euros près. Alors qu'un investisseur, lui, il a sa rentabilité et il descendra pas en dessous. Ok. Donc voilà, deux stratégies de sortie. Euh, pour les biens plutôt vraiment immeubles de rapport, vraiment qui sont euh, avec des gros revenus locatifs, stratégie du coup de le vendre en tel quel, en monopropriété pour l'investisseur, donc faire gonfler les loyers pour du coup pouvoir augmenter la valeur du bien. Et pour des biens plus classiques, par exemple, j'ai aussi une petite maison individuelle ou ce premier appartement, là, ça va être de bien tout retaper et ensuite, le jour où ils seront libres, dans par exemple 10-15 ans, ils seront pas loués, et ben du coup là, je pourrais les vendre pour de l'achat de résidence D'accord. principale. Et donc là, ça sera plus des biens coup de cœur. On ne sera pas sur le même effet de levier. Et du coup, est-ce que tu vas attendre la fin de ton crédit pour vendre ton bien? Bah, en fait, c'est là tout le sujet. Ça dépend de ta fiscalité. Si tu es en nom propre, généralement, tu vas pas attendre le remboursement total de ton crédit. Pourquoi? Parce que tu es imposé. En fait, en nom propre, tu peux perdre de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que chaque mois, tu peux perdre de l'argent au sens où tu vas devoir faire un effort d'épargne pour payer ton crédit, tout en étant imposé. Pourquoi? Parce que, en fait, en nom propre, tu vas déduire, donc tout comme aussi en SCI, l'IS ou peu importe, mais comme tu ne peux déduire que les intérêts de ton crédit et pas la mensualité totale, et du coup, tu peux te retrouver à, par exemple, si on va faire très simple, tu as un bien où tu as une mensualité à 500 euros, ton bien, tu le loues 700 euros. 700 euros, imaginons que tu le mets en gestion locative, il te reste, on va arrondir les calculs, il te reste plus que 600 euros. Tu as ta taxe foncière, tu as tes charges, etc. Du coup, il te reste, on va enlever encore 200 euros, donc il te reste 400 euros. Et là, tu rembourses ton crédit, 500 euros, donc tu perds 100 euros. Et pourtant, tu vas être imposé parce que dans les 500 euros de ta mensualité, on va dire qu'il n'y avait que 200 euros d'intérêt. Ok. Donc, du coup, toi, tu vas pouvoir, sur tes Hmm. revenus, écraser que 200 euros plus la taxe foncière, etc. Donc, tu vas quand même être imposé sur une partie, alors que toi, tu perds de l'argent. Grave. C'est Ok. pour ça que, généralement, donc, sauf si tu fais des gros travaux qui vont te permettre d'être en déficit foncier sur plusieurs années, mais généralement, entre 8 et 12 ans, normalement, il faut quand même revendre en nom propre parce qu'après, tu commences à avoir une fiscalité plus lourde. Mais au moins, tu vas vendre. Comme tu auras remboursé une partie de ton crédit, le bien, comme je disais tout à l'heure, aura pris de la valeur. Tu vas pouvoir faire une belle plus-value. Et cette plus-value, bah, derrière, tu vas pouvoir la réinvestir peut-être pour racheter Un un ou deux nouveau biens bien, ouais. et en fait continuer. Ou Ok. alors, après, ce qu'il faut, c'est vraiment continuer tout le temps se réendetter, refaire des travaux, etc. pour venir écraser tes revenus locatifs pour éviter d'être trop imposé parce que l'avantage d'être en nom propre, c'est que pour la plus-value, tu as des abattements pour durée de détention. Donc, du coup, bah, c'est un avantage quand C'est même quoi des intéressant. abattements? C'est qu'en fait, du coup, plus tu conserves ton bien et du coup, moins tu payeras d'impôts sur ta plus-value. Ok. Alors que par exemple, donc l'avantage d'une SCI par exemple à l'IS, c'est que contrairement à, à la location en nom propre, où tu ne vas pas pouvoir amortir ton bien. Amortir un bien, ça veut dire que par exemple, il fait 100 000, tu l'amortis sur 20 ans, bah, tu vas pouvoir du coup amortir 5 000 euros par année. Là, en nom propre, tu ne peux pas le faire. En SCI, tu peux le faire, donc ce qui veut dire que c'est très compliqué d'avoir un cash flow négatif, enfin de perdre de l'argent fiscalement en SCI, parce que du coup, de par l'amortissement de ce Hmm. bien-là, entre les intérêts, toutes les charges et l'amortissement du bien, ça va écraser normalement la totalité de tes revenus locatifs. Par contre, il n'y a pas d'abattement pour durée de détention en SCI, et en plus de ça, bah, du coup, la valeur de ton bien fait que régresser, que se réduire, puisque du coup, bah, à chaque fois que tu l'amortis, donc là on reprend l'exemple, le bien fait 100 000, bah,
tu l'amortis sur 20 ans, donc 5 000 par année. Au bout de 10 ans, ton bien, il vaut plus que 50 000. Fiscalement, la valeur nette comptable, c'est Ouais. 50 000. Donc, si tu le revends 150 000 sur le papier, tu as fait une plus-value fiscale de 100 000 euros. Et là, tu n'as pas d'abattement pour durée de détention. Ok. Donc là, ça va être régi. En plus, tu vas payer de l'impôt sur les sociétés, etc. Donc, en fait, ça dépend de ta stratégie. Est-ce que tu veux plutôt faire de la plus-value en nom propre, avoir une gestion simplifiée et aller peut-être financer d'autres biens et faire un petit peu comme ça la roue, ou alors est-ce que tu veux développer un patrimoine, avoir une SCI avec énormément de biens et plutôt faire des revenus, en tirer des revenus, mais pas viser la revente parce que fiscalité lourde à la revente. Voilà. Est-ce que tu veux faire grossir ton portefeuille d'actifs immobiliers ou est-ce que tu veux tourner avec un peu moins de biens, mais à chaque fois systématiquement les revendre au bout de 8-12 ans Ouais. par exemple pour en racheter et en fait faire des plus-values à chaque fois. Ça dépend de Enfin, ton chacun choix. sa stratégie, quoi. Exactement, voilà, il faut prendre la stratégie qui convient le mieux, Ouais. avec laquelle on est plus aligné. Aussi, ça va dépendre de la tranche marginale d'imposition. Donc, Oula, c'est quoi? en fait, quand tu es imposé du coup sur ton revenu, la tranche marginale d'imposition, c'est la tranche la plus haute de ton barème d'imposition. Tu as un barème Ah oui, ok. d'imposition, tu as plusieurs tranches, 0%, 14%, Hmm. 30%, etc. Ta tranche marginale d'imposition, c'est tes derniers euros gagnés, à combien ils sont imposés. Plus cette tranche marginale d'imposition va être élevée, et plus il va falloir s'orienter plutôt vers une SCI qui va être neutre par rapport à ça, alors que en nom propre, quand tu vas avoir des revenus que tu n'auras pas pu écraser, ils vont être imposés du coup avec des prélèvements sociaux à 17,2% et à ta tranche marginale d'imposition. Donc si tu as une TMI à 30%, bah, tu vas être imposé sur du coup tes revenus locatifs que tu n'auras pas pu écraser. Par exemple, tu dégages un bénéfice fiscal du coup on va dire 2000 euros. Si tu as une TMI à 30% plus les prélèvements sociaux, donc on va arrondir, donc ça fait 47,2%, bah, on va arrondir à 50%, bah, ça veut dire que tu vas payer 1500 euros d'impôt. Ok. Donc la moitié de ton bénéfice entre guillemets fiscal, donc d'où le fait que ça dépend de tous ces facteurs-là. Quelle est la tranche marginale d'imposition? Quelle est la stratégie? Est-ce que j'ai du cash pour faire des travaux conséquents pour écraser mes revenus locatifs ou non? Est-ce que je veux conserver le bien pour faire une plus-value ou alors est-ce que je veux faire gonfler un patrimoine, une SCI que je vais pouvoir transmettre plus facilement et que je vais pouvoir empiler des biens plus facilement? Ça dépend vraiment de la stratégie de départ et du profil de la personne. Si la personne veut aller chercher qu'un seul bien, qu'elle a beaucoup de cash, bah, je conseille plutôt de rester en nom propre et à ce moment-là, de prendre un bien avec quand même pas mal de travaux. L'idée, c'est pas de faire des travaux superflus pour faire des travaux. L'idée, c'est de prendre un bien avec des travaux majeurs à prévoir, mais qui ne sont pas forcément à réaliser tout de suite. Voilà, des travaux, par exemple. Moi, là, j'ai une maison individuelle. Je sais que je vais avoir la chaudière à refaire, parce qu'actuellement, c'est une chaudière au fioul, mais qui fonctionne très bien. Mhm. Mais je sais qu'au moins, j'ai ce levier-là. Quand je vais commencer à être imposé sur mes revenus fonciers, du coup, toutes les locations nues, bah, je vais aller me dire, OK, je vais Ouais. faire, là, du coup, ça doit coûter peut-être 12 000 euros. Bah, je vais me dire, OK, je mets 12 000 euros de travaux pour changer la chaudière. Comme ça, au moins, c'est une dépense qui fait prendre de la valeur à mon bien. C'est pas une dépense superflue. Et au moins, ça me permettra d'écraser mes revenus. Alors que si la stratégie, souvent, c'est on veut acheter le plus simple. C'est-à-dire, on va acheter le bien le plus confortable, voilà, Mhm. sans trop rien faire. Donc, on se dit, OK, bah, moi, je veux un appartement où il n'y a pas de travaux. Alors, c'est super parce qu'au début, on n'a pas de temps à y passer. Le problème, c'est qu'une fois que les intérêts d'emprunt seront faibles avec le temps, on n'aura plus grand-chose pour aller écraser les revenus locatifs. Et comme le bien était déjà en bon état, et ben en fait, on va pas aller faire des travaux superflus, par exemple, commencer à mettre du carrelage en or pour se dire j'ai fait du travail parce que ça apportera pas de valeur au bien. Si c'est juste pour réduire des impôts, ça a aucun sens. Et les travaux, ils diminuent. Le montant de tes travaux, en fait, ils permettent d'écraser, les travaux, ça permet d'écraser tes revenus locatifs. Si tu fais 10 000 euros de travaux, et ben du coup, tu vas pouvoir déduire Oui, 10 mais 000 euros de écraser tes un revenus. certain montant, du coup, par La rapport au prix de totalité. ton travaux. La totalité. Par exemple, tu fais 10 000 euros de travaux, tu vas pouvoir déduire 10 000 euros Ah, de tes d'accord. revenus locatifs. Et Ah. si tes travaux, le montant des travaux ou toutes tes dépenses sont supérieurs à tes revenus locatifs, tu es du coup en déficit foncier qui est reportable sur plusieurs années et qui est d'ailleurs imputable sur tes autres revenus. Quand il s'agit de travaux, c'est imputable sur tes autres revenus imposables du coup de ton foyer. Ok. Donc c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'en fait, il faut. Donc comme je disais, l'investissement locatif, c'est simple.
voilà, tu as un bien, tu le finances par un emprunt et tu as un locataire qui paye ton emprunt. Sur le papier, en fait, c'est très simple, mais quand on creuse, plus tu creuses et plus tu te rends compte que entre un bon investisseur et un mauvais investisseur, il y a énormément de paramètres. Il faut déterminer le profil de l'investisseur, sa stratégie, aussi bah, tous les facteurs, voilà, son revenu, son épargne, qu'est-ce qu'il souhaite consacrer en termes d'épargne à son investissement, que ce soit en termes d'apport initial, en termes de travaux, pour essayer de voir la durée de vie, au moins sur avoir une visibilité au moins sur 5-10 ans pour l'exploitation de son bien. Pas qu'il se retrouve, voilà, il a investi dans 2 biens, super, il est à poil, il a plus d'argent pour financer des travaux, etc. Et là, il se retrouve, à partir de la 6e année, à commencer à payer énormément d'impositions. Donc, en fait, il est juste rentable sur ses biens, où il dégage un peu de cash flow, mais il se retrouve à payer tellement d'impôts que c'est plus du tout Ouais, rentable, parce que il avait une vision au départ, mais il n'a pas vu sur long le terme. moyen, au moins le moyen terme. Il n'a pas eu de stratégie, en fait. C'est pour ça Ok. que c'est comme dans tout. Il faut une stratégie long terme et suivre ta stratégie. Et sur tes travaux, toi, tu les fais toi-même ou tu passes par une entreprise? Sur les travaux, moi, je pars du principe que ça dépend les types de travaux. Ouais. Quand c'est des travaux qui sont, on va dire, des gros travaux, par exemple le changement d'une chaudière, là, tu fais appel à un plombier. Mais dès lors qu'il s'agit d'un rafraîchissement, comme de la peinture, voilà, des petits travaux, type un peu de plomberie, un petit peu d'électricité, changer des spots, mettre des luminaires, etc. Là, honnêtement, ça sert à rien de faire venir un professionnel. C'est justement là où vous allez pouvoir gagner. Par contre, pour les grosses dépenses, là, je vous conseille de faire appel à un professionnel, comme je disais, par exemple, pour le changement de la chaudière. Non seulement parce que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire soi-même, il y a quand même des histoires de garantie, etc. Et en plus, bah, la facture, vous allez avoir une facture en face qui va vous permettre d'écraser du coup les revenus locatifs, alors que si vous faites vous-même, vous aurez juste l'achat des différentes choses, par exemple un robinet, un mitigeur, peut-être des luminaires, des spots, etc. Mais ça va pas aller chercher bien loin, quoi. Qu'est-ce que tu penses du fait de gérer sa location? Est-ce que tu penses qu'il faut la gérer seule ou passer par une agence? Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, bah, ma réponse, on l'attend, puisque du coup, bah, moi, j'ai mis mon premier bien en gestion locative. Honnêtement, mon avis sur le sujet, c'est, je pense qu'il faut se spécialiser dans son cœur de métier, là où on va avoir développé son expertise. On peut pas être partout, surtout si on est salarié ou on est entrepreneur à côté. On peut pas acheter un bien, faire des travaux, mettre le bien en location, faire des états des lieux d'entrée, de sortie, etc. Après, ça devient une vraie activité et à ce moment-là, il faut faire que ça. Donc moi, je préfère me consacrer sur la recherche de biens, valoriser le bien, faire les travaux, la fiscalité, rechercher des bonnes conditions pour mon financement et laisser bah, chaque personne gérer son domaine. Mon courtier qui va gérer qui va essayer de m'octroyer les meilleures conditions de financement et du coup bah, une agence qui va gérer le bien, puisque du coup après tu développes une certaine relation avec la personne qui gère tes biens. Donc ça te permet d'aller vite aussi sur les positionnements sur tes autres biens, parce que du coup, à chaque fois, il te faut une estimation locative quand les biens ne sont pas encore loués. Donc, ça te permet d'aller vite parce que tu as déjà tes contacts, Hmm. tu as ton courtier, tu as une personne qui peut vite te sortir une estimation locative. Tu peux monter un dossier bancaire très rapidement pour savoir un petit peu comment te positionner sur un futur achat aussi. Donc, c'est hyper important le réseau que tu vas déployer aussi autour de ça. Et pour revenir à la question centrale, c'est, voilà, moi, je recommande, en tout cas, si il y a plusieurs biens, passer par agence. Pourquoi? Parce que déjà, bah, gain de temps. Honnêtement, il faut vraiment avoir le temps de faire, comme je disais, des entrées, des états des lieux d'entrée, des bails, qui va indexer tout ce qu'il y a, faire un état des lieux de sortie, gérer. Par exemple, moi, je prends les garanties loyers impayés lorsque c'est possible. Donc, on appelle ça une GLI. Donc, c'est quoi? C'est une garantie qui te permet d'assurer, de prendre le relais si le locataire ne peut plus payer ses loyers, qui va prendre le relais et en plus qui t'assure aussi sur la dégradation éventuelle des biens. Par contre, bah, cette assurance, il faut monter un dossier, il faut que le locataire soit éligible. Je crois qu'il faut qu'il ait 3 fois, déjà qu'il faut qu'il soit en CDI, il faut qu'il ait 3 fois le montant du loyer en salaire. Et donc, bah, ça, moi, je le prends au travers de l'agence. Voilà, ça coûte, je crois, 2,4% du montant du loyer. C'est eux qui gèrent ça. Donc déjà, ça permet aussi d'éviter de gérer cette paperasse-là, l'éligibilité et compagnie du locataire. Et il y a aussi un état de fait, c'est que le nombre de locataires
qui ne payent pas leur loyer sont généralement des locataires qui sont passés en direct avec le propriétaire. Ok. Parce que le propriétaire qui passe en direct, il va peut-être pas forcément demander les mêmes choses. Il va pas constituer un dossier aussi solide qu'une agence immobilière. Et peut-être qu'il va se sentir un petit peu gêné de demander euh, les, euh, les revenus fiscaux de référence, voilà, les avis d'imposition, les salaires, etc. Alors qu'une agence immobilière, voilà, le locataire, il va se soumettre à donner ça et il aura moins cette sensation qu'on empiète un peu sur sa vie privée. Voilà, c'est un tiers, on transmet des documents à un tiers, c'est un peu mieux. Et aussi, l'agence va être là plus présente qu'un propriétaire. Voilà, par exemple, si le loyer doit être payé le 5, si c'est une relation en direct, bah, peut-être que le loyer va être payé plus tard et on va dire, bah non, le loyer doit être payé le 5, bah, du coup, on va dire, bah, je peux pas le payer tout de suite, je peux payer plus tard, etc. En fait, on va avoir l'impression peut-être que de pas entre particuliers, entre propriétaires et locataires, on va pouvoir un peu voilà, devenir ami-ami et se dire voilà, je paye un peu quand je veux. Alors que quand c'est par une agence, il n'y a pas de débat. Le loyer doit être payé au 5 et l'agence immobilière, si elle ne reçoit pas le virement au 5, donc voilà déjà ce qui a pu arriver, etc., et ben en fait, elle va mettre la pression pour que le loyer soit payé, au moins une partie, etc., pour aller chercher l'argent. Et troisième point, c'est que ça permet de mettre un filtre, un proxy entre le locataire et le propriétaire. Plutôt que le locataire, voilà, et le téléphone direct du propriétaire pour dire voilà, il y a ça qui fuit, il y a ça qui fuit, il y a ça qui fuit, il va devoir, le fait de passer par l'agence qui est intermédiaire, bah déjà, il va peut-être éviter de déranger pour rien. Donc déjà, ça va filtrer. Et puis du coup, bah, en termes de stress, ça évite que toi, tu aies les appels directs du locataire, tu fasses copain-copain qui t'appelle à minuit le soir. Là, du coup, bah, ça va être par l'agence, qui ensuite, l'agence va te faire un petit point, un petit compte-rendu sur les éventuels problèmes ou ce qu'il y a à faire, etc. Et idem, par exemple, pour ce qui est euh, de l'entretien des chaudières. Donc là, l'immeuble avec les 5 logements, il y a 5 chaudières, du coup, il faut faire les entretiens annuels. C'est l'agence immobilière qui va vérifier que les rendez-vous sont bien pris, qui va directement contacter les locataires pour voir leur disponibilité, qui va contacter ensuite l'entreprise qui va réaliser les entretiens et qui va du coup bah, trouver les dates, les Ouais. disponibilités et qui va s'assurer du coup de la bonne réalisation des entretiens. Ouais, Alors qu'en donc. tant que propriétaire, bon bah c'est difficile d'aller appeler 5 locataires, veiller que les entretiens soient faits, mettre en relation, ça c'est un travail Ouais, immense, donc honnêtement, donc passer par une agence, c'est un gain de temps, mais tu payes un pourcentage à cette agence. exactement, ouais, pour être transparent, moi ça me coûte 9% TTC du coup du montant du loyer charges comprises, plus 2,4% pour l'assurance loyer impayé, du coup la garantie loyer impayé lorsqu'elle est Ouais. possible à mettre en place, Et parce que toi, du du coup coup, dans ton cas, c'est peut-être mieux parce que tu as un certain nombre de biens déjà. oui, mais honnêtement, même si j'avais qu'un seul bien, je pense, parce que par exemple là c'était mon premier bien et j'ai quand même voulu passer par agence, Ouais, parce mais que tu c'était. savais que tu allais en prendre d'autres. Bah, je ne savais pas au départ, puisque du coup, c'est Ah l'agent, oui. c'est la personne qui s'occupe de la gestion Hmm. locative qui m'a demandé si j'étais investisseur. Ensuite, qui m'a présenté une personne pour les transactions, pour laquelle, du coup, bah, qui m'a fait voir l'immeuble, pour laquelle, du coup, j'ai fait une offre qui était pas encore sur le marché, donc on appelle off-market. J'ai fait une offre un petit peu en dessous du prix, mais suffisante pour que le bien soit pas mis en ligne, parce que c'était un bien vraiment intéressant. Du coup, moi, j'ai pu regrouper mes deux premiers projets au départ avec la même banque. Mais je recommande, honnêtement, c'est plus de tranquillité, les dossiers seront mieux filtrés, ok, ça coûte un certain pourcentage, et puis pareil, qui va mettre en tant que particulier, en tant que propriétaire particulier, qui va constituer le dossier pour mettre en place une garantie loyer impayé. Honnêtement, je l'aurais pas fait. Ouais, personne. Alors que là, c'est juste 2,4%, mais c'est tout fait. Ça permet d'aller chercher des dossiers qui sont éligibles. Et si après, il n'y a pas l'éligibilité à l'assurance, du coup, à la garantie loyer impayé, il y a aussi la Visal, la garantie Visal, donc qui est une autre garantie, du coup, pour ceux qui ne peuvent pas avoir la garantie loyer impayé. Que là, par contre, c'est le locataire qui va devoir faire la demande, etc. Donc là, pareil, moi, sur un de mes derniers biens, la maison individuelle, comme le loyer est assez élevé, il y avait du coup les locataires, leur dossier était clean, mais ils n'avaient pas 3 fois le montant du loyer. Mais voilà, dossier solide, donc on y allait quand même, on les a quand même choisis. Mais par contre, on leur a demandé, enfin en tout cas l'agence leur a demandé du coup de faire le test d'éligibilité pour la garantie Visale. Ils ont été éligibles. Et donc du coup voilà, c'est un pare-feu voilà qui est un peu moins complet que la garantie loyer impayé, mais qui est quand même pas mal. Donc, moi, je recommande toujours essayer de se protéger au mieux. Ça permet de répartir le risque
OK, on sacrifie 2,4%, donc là, je parle de la garantie loyer impayé. OK, on sacrifie un pourcentage de son revenu locatif, du loyer perçu, mais ça permet de lisser le risque. Je préfère payer 2,4% tous les mois et en plus qui sont déductibles, donc des charges, plutôt que d'avoir, du coup, d'un seul coup, un loyer qui ne tombe plus et aucune garantie. Ouais, bien sûr. Voilà, par exemple, là, la maison individuelle, c'est un loyer de 900 euros. Je préfère avoir une garantie. Là, en plus, c'est une garantie visuelle, donc pour le coup, c'est gratuit. C'est non C'est quoi une payant. garantie visuelle? Garantie visuelle, c'est une garantie prévue, je crois, par l'État, en fait, qui permet du coup d'assurer en fait le locataire, D'accord. suivant certaines conditions qui sont un peu moins contraignantes que la garantie loyer impayé. Donc du coup, bah, c'est gratuit moi, ça me coûte rien. Et concrètement, ça rapporte quoi? Ça te couvre aussi en termes de loyer. En fait, c'est un peu une garantie loyer impayé, mais un petit peu moins performante. Et donc, l'avantage, c'est que, voilà, on va dire que là, imaginons que c'était une garantie loyer impayé. Je préfère aller payer 2,4% de mon loyer en garantie, réduire le risque. Comme ça, si demain, les 900 euros ne rentrent plus, je vais avoir une prise en charge. Alors, OK, il y a un petit délai Ah, il y a pas de prise en 100 charge. de prise en charge. Alors, c'est pris en charge intégralement, mais par contre, tu as au départ une franchise, mais dès que ça rentre en jeu, voilà, il y a un rattrapage du montant et du coup, après, tu es couvert. Parce qu'imagine, tu le payes pas. Là, si on reprend l'exemple des 900 euros de loyer, d'un seul coup, du jour au lendemain, tu n'as pas tes loyers qui rentrent. En face, ça veut dire que tu as un crédit conséquent. Et donc là, ça peut te mettre vraiment en danger financièrement et rompre un peu l'équilibre. Alors que moi, si tu as une garantie, là, c'est quand même plus serein. Et puis même si après, derrière, tu veux aller chercher d'autres financements, le banquier, lui, si tu es couvert sur tous tes loyers avec une garantie loyer impayé, il sera peut-être un peu moins frileux que si tu n'as aucune garantie et que finalement, du jour au lendemain, tu commences à avoir un gros, gros risque qui pèse sur toi. Par exemple, si tu as 4-5 000 euros de revenus locatifs qui rentrent, demain, si tu en perds un cinquième pour cause de non-paiement, là, ça peut être très contraignant. Et donc, peut-être que aussi le Ouais. banquier va voir cet indice-là. Donc, que ce soit toi pour tes finances personnelles et pour des financements futurs, je pense qu'il vaut mieux avoir un risque absorbé par des Ouais. garanties de ce type-là. Donc toi, tu passerais par une agence parce que voilà, c'est ton dossier il est comme ça, tu as plusieurs biens, etc. Et pour une personne comme moi qui débute et du coup qui n'a encore zéro, qui n'a pas de bien, Mhm. tu me conseillerais quoi du coup de ne pas passer par une agence, de le faire moi-même? Alors justement non, parce que justement, si c'est ton premier bien, tu as encore moins d'expérience et donc le fait de passer par agence va te permettre aussi d'apprendre et peut-être que plus tard tu diras ok, je gère moi-même, mais comme je disais, ça prend du temps. Donc si en Et d'avoir des parallèle, conseils du coup. alors tu n'auras pas forcément de conseils, mais par contre au moins, alors si tu auras des conseils, notamment moi c'est comme ça que j'ai connu la garantie loyer impayé par exemple. Ok. On m'en parlait, mais du coup là ça m'a permis de l'apprendre au travers de l'agence. Mais c'est surtout vraiment une histoire de temps, une histoire de compétences. Chacun ses compétences. Et c'est une compétence de faire aussi des états des lieux d'entrée et de sortie, de gérer des locataires. Il y a du relationnel. Est-ce que tu as envie d'être dérangé pendant ton travail, si tu es CDI, ou Mm. pendant que tu es en train de créer du contenu, ou que tu es entrepreneur, que tu travailles, est-ce que tu as envie d'être dérangé par quelque chose qui est quand même secondaire, qui est l'investissement locatif, mais qui reste secondaire au sens où c'est passif. T'as pas envie que ça devienne quelque chose qui te prenne la tête pour aller juste percevoir un loyer, on va dire de Ouais, bien 650 sûr. euros par mois. Est-ce que tu as envie d'être dérangé systématiquement par ton locataire, par des non-paiements, pas dormir parce que du coup le loyer est pas payé, tu sais pas comment tu vas être payé, tu as un arriéré de plusieurs mois. Tu vois, je pense qu'honnêtement, il vaut mieux s'enlever ça Mm. et développer son expertise dans plutôt la recherche de biens, la valorisation des biens, la fiscalité et aussi le financement, etc. Mais vraiment laisser cette partie-là, laisser Mm. chaque partie acquis de droit, qui a plus d'expérience que toi, qui a plus de relations, plus d'expertise dans le domaine, et toi de consacrer à tes domaines d'expertise, recherche de biens, des biens valorisés, les travaux, éventuellement développer aussi un réseau avec des artisans, parce que ça c'est hyper important. Ouais. Maintenant, dès que je vois un bien, bah, du coup, de par la construction de ma maison, bah, il y avait tous les postes, électricien, carreleur, plombier, etc. Donc dès que j'ai un bien, bah, j'ai déjà tous les artisans qu'il me faut sous la main, donc je peux leur faire réaliser des devis parce que déjà, c'est hyper important d'avoir ce réseau-là. Quand je connaissais pas d'artisans, voilà, j'ai essayé de contacter aussi d'autres électriciens ou d'autres cœurs de métier. Des fois, ils te donnent même pas de réponse parce qu'ils te connaissent pas. Alors que quand tu as de Mm. l'antériorité avec eux, ils savent que tu payes, que ça se passe bien, Ah ouais. etc. Ben, ils seront plus réactifs parce qu'ils savent que tu vas aller au bout. Tu vas pas leur demander de faire 15 devis pour jamais les faire bosser, quoi. Donc c'est pareil, ça, si c'est un réseau à développer. Donc, il vaut mieux se concentrer là-dessus.
que perdre du temps honnêtement avec la gestion. Après, c'est mon point de vue. N'hésitez pas, si en commentaire vous gérez vos biens vous-même, que ça se passe bien et que le gain d'argent qui est réalisé par ça, par la gestion soi-même du bien, bah, vous, à votre sens, c'est plus intéressant que de payer et de déléguer et de passer moins de temps. Je peux l'entendre, mais en tout cas, c'est pas ma stratégie. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup Bah, d'avoir merci été à là. toi, super, super moment, c'était cool. Première fois que je parle d'immobilier, du coup, donc c'était cool Ouais. de le faire ici. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci Axel d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de m'avoir invité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout, si vous voulez voir Axel dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Salut à tous! Salut!